Notre récit débute avec un vieil homme effondré, dont le sang maculait tout le visage. Il s'agissait du grand-père de Jeong, devant le corps duquel ce dernier se tenait immobile, sans la moindre expression. L'homme avait été coupé en deux, trouvant ainsi la mort. Aucune larme ne perlait sur le visage du jeune garçon, qui ne manifestait même pas de tristesse. Son visage demeurait vide devant la mort qui avait emporté l'unique famille lui restant. Il restait planté là, le regard perdu dans l'incendie de sa demeure et les restes de son grand-père éparpillés au sol, se demandant quel type d'être humain terrifiant il pouvait être. Puis, un souvenir de Jeong revint, le montrant sous un autre jour, arborant cette fois un air heureux. Le sourire aux lèvres, il annonçait à son grand-père avoir trouvé une herbe de connexion spirituelle. Tandis qu'il s'approchait, le vieil homme le félicita d'être revenu et, en tant que petit-fils obéissant, Jeong expliqua qu'il avait exploré plus à l'est, comme son grand-père le lui avait demandé, pour trouver cette plante. Poussé par l'enthousiasme, le vieil homme déclara qu'avec sa valeur, ils obtiendraient au moins 5 niang. Le garçon posa alors son panier, précisant qu'il y avait aussi un terrier de renard près de l'endroit où il avait découvert l'herbe, mais que seule la progéniture s'y trouvait, la mère étant absente. L'expression du grand-père changea brusquement lorsque, déçu, il voulut savoir si Jeong avait tué les petits. Le garçon, perplexe, ne voyait aucune raison d'agir ainsi. Il rétorqua simplement que la mère renarde en serait profondément attristée si elle découvrait la perte de sa progéniture. Une fois de plus, le vieil homme le félicita pour ses efforts et proposa d'oublier ces détails afin d'aller manger, une invitation que Jeong accepta aussitôt. Au moment où Jeong s'apprêtait à s'éloigner, son grand-père le héla pour lui demander une faveur. Le jeune garçon, curieux, voulut savoir de quoi il s'agissait. Le vieil homme, le regard grave, insista sur l'importance de ne jamais dévoiler sa véritable nature à qui que ce soit. Cependant, Jeong s'excusa aussitôt, sans être certain de pouvoir obéir à cette requête. Ainsi, la tension entre eux grandit subitement. L'attitude de Jeong se métamorphosa soudain. Ses yeux rougis étaient grands ouverts, et son sourire avait quelque chose de démoniaque. Il s'empara rapidement de la faux qui se trouvait près de lui, admettant qu'il ne pensait pas pouvoir respecter sa promesse. Il s'élança alors en hurlant, libérant toute sa détresse et sa colère. Au même instant, dans un petit comté de Dongyang, une charrette avançait parmi les rues du village. À l'intérieur de la charrette, plusieurs hommes blessés affichaient un profond désespoir sur leur visage. Ils se voyaient tous emmenés, et, à bout de nerfs, les traitaient de voleurs ou de bandits de la montagne, allant même jusqu'à les comparer à de vulgaires vermines. Puis, leur attention se porta sur une calèche n'abritant qu'une seule personne, et tous s'interrogèrent sur son identité ainsi que sur la raison de cette calèche réservée. Tandis qu'il sirotait son thé depuis l'étage supérieur, un homme coiffé d'un chapeau les observait au loin. Le jeune captif, le corps couvert de bandages et les vêtements ensanglantés, demeurait impassible derrière ses liens. L'étranger, intrigué, se persuada qu'il devait avoir à peu près l'âge du jeune maître. Ses réflexions furent toutefois interrompues par un autre individu, qui l'incita à ne pas le prendre à la légère, affirmant qu'il était sans doute plus dangereux que tous les autres prisonniers. L'homme sous le chapeau soupçonnait déjà que ce prisonnier bénéficiait d'une calèche solitaire pour cette raison précise. Celui placé à l'avant, après avoir commandé une boisson, expliqua à ses compagnons qu'il ne fallait pas forcément s'en inquiéter, malgré son appartenance au Murim, tout en soulignant le nombre de victimes qu'il avait fait tomber sous sa faux, au point que certains le surnommaient le démon assassin de la faux. Pourtant, cet interlocuteur paraissait déçu à l'idée qu'il ne soit rien de plus qu'un assassin. Au restaurant, un homme vêtu de jaune s'enquit, l'air curieux, de ce que l'on souhaitait lui demander. Il précisa alors qu'il voulait engager quelqu'un, ajoutant qu'il s'agissait d'une personne suffisamment jeune pour que sa disparition ne suscite aucune conséquence. Sur le chemin, Jeong fut finalement frappé à la tête par un individu au milieu de la foule qui le traita de parasite, méritant un châtiment supérieur à toute justice divine. Les clameurs de la foule se firent si intenses qu'elles attirèrent l'attention des deux hommes. Bien que lapidé, Jeong affichait toujours un masque d'indifférence, comme s'il était déjà détaché de toute souffrance. Cette expression inébranlable éveilla la curiosité de l'homme au chapeau, qui se leva d'un bond. Jeong releva la tête et passa une main dans ses longs cheveux, son front maculé de sang. Son regard, chargé d'intensité, trahissait une beauté presque féminine. L'homme replet, encore sous le choc, murmura qu'il trouvait dommage de supprimer quelqu'un d'aussi séduisant. Pendant ce temps, l'autre s'éclipsa en affirmant n'avoir plus rien à apprendre, puis dévala les escaliers, abandonnant le premier à son sort.
Sitôt sorti de l'auberge, l'homme au chapeau tomba sur la charrette de Jiang, convaincu d'avoir enfin déniché la personne idéale. La nuit était tombée sur le château intérieur du comté de Zhongyang, plus précisément au salon de Jade Dorée. Dans l'un des couloirs, plusieurs cages occupées se dressaient, tandis que des soldats patrouillaient en silence. Dans l'une d'elles, Jeong, toujours enchaîné par d'anciennes menottes de bois, ruminait sa hâte face à cet ennemi qu'il considérait comme une misérable vermine. Il revoyait ce visage balafré aux yeux terrifiants. L'homme l'avait saisi par le cou, déclarant d'un ton admiratif qu'il se demandait qui le suivait et s'étonnant de n'avoir affaire qu'à un simple garçon. Presque aussitôt, ses yeux s'étaient colorés d'un rouge sinistre, visibles au travers de l'étroite ouverture de son chapeau. Cet individu tenait plus du monstre que de l'humain. Jiang se trouvait alors dans une posture délicate. Après avoir enfin localisé celui que son grand-père recherchait, il avait découvert qu'il était bien plus redoutable, car l'ennemi l'avait neutralisé avant qu'il ne puisse agir. Même s'il tentait de l'affronter une nouvelle fois, le dénouement resterait identique. Tandis qu'il repassait ces événements dans son esprit, il ne voyait aucune possibilité d'éliminer ce maudit criminel. Pourtant, dans sa tête, la phrase sur son insignifiance ne cessait de résonner. Jiang inspira profondément et, après un long silence, affirma qu'il pourrait vaincre ce monstre en maîtrisant les arts martiaux. Toutefois, il s'interrogeait encore sur la possibilité d'y parvenir un jour. Se demandait-il si une deuxième chance lui serait accordée? Cette interrogation l'emplissait d'incertitude. Alors qu'il se laissait gagner par le désespoir, une fumée s'infiltra dans sa cellule et s'épaissit peu à peu. Intrigué, Jiang s'interrogea sur un éventuel incendie, mais l'odeur lui parut inhabituelle. Ayant déjà senti et goûté une multitude d'herbes, il reconnut un parfum évoquant la queue de lézard. Tandis qu'il passait mentalement en revue les plantes aux odeurs similaires, il sentit ses paupières devenir lourdes, tout comme celles des gardes, dont l'un s'affala brusquement pendant que l'autre s'asseyait, incapable de résister. La brume continuait de s'étendre dans toute la cellule, et Jiang comprit finalement qu'il s'agissait d'un puissant somnifère. À l'instar des gardes, il finit par fermer les yeux et s'abandonner au sommeil. Soudain, un grincement retentit. La porte de la cellule s'ouvrit, laissant quelqu'un s'introduire à l'intérieur. Il s'agissait de l'étrange individu, vêtu d'une longue cape et coiffé d'un chapeau de bambou, qui se tenait désormais face à Jiang. Il posa ses mains sur Jiang, et dans le même temps, les chaînes du garçon se brisèrent. L'homme se pencha ensuite pour l'examiner de plus près, ne s'attendant pas à ce que Jiang ait déjà recouvré ses sens. Dès l'instant où il vérifia son éveil, Jiang lui asséna un coup de genou d'une violence telle qu'il l'envoya au tapis, se ménageant la meilleure occasion de fuir. En s'élançant pour s'échapper, Jiang songeait qu'il ne comprenait pas vraiment la situation, mais qu'il devait saisir cette occasion, tout en se félicitant d'être resté éveillé grâce à un mélange imparfait d'herbes. Tout à coup, il fut saisi d'effroi et s'immobilisa net. Une attaque venait de le frapper dans le dos, surgie précisément de l'homme qui venait de le tirer d'affaire. Son élan de liberté se trouva brisé sur le champ. Tandis qu'il pointait ses doigts en direction de Jiang, l'homme affirma avoir bloqué ses points de pression, déclarant qu'il ne pourrait plus se mouvoir. Figé, seul son regard restait mobile, et Jiang chercha à comprendre quand exactement il avait été touché. Il se demanda un instant s'il s'agissait d'une forme d'art martial. Puis, tout se brouilla, et Jiang se retrouva de nouveau dans sa cellule, propulsé contre le mur avec une violence telle qu'un craquement sinistre se fit entendre. Tordant de douleur, Jiang s'interrogea sur les compétences en arts martiaux de cet individu, et se demanda même s'il ne s'agissait pas de l'assassin de son grand-père. À y regarder de plus près, il remarqua qu'aucune ressemblance ne subsistait, car le meurtrier qu'il cherchait portait une cicatrice sur l'œil gauche. Soudain, une autre personne fit irruption et, s'adressant au dénommé Cam, voulut savoir s'il s'agissait bien du prisonnier visé. Cam signala au jeune maître qu'il avait exigé de le maintenir dans cette cellule. Malgré cet avertissement, le jeune maître continua de s'approcher, expliquant qu'il n'avait jamais mis les pieds en prison et qu'il avait toujours voulu en visiter une. Il observa alors l'endroit et constata, en grimaçant, qu'il n'y avait pas grand-chose à découvrir hormis une odeur répugnante. Tout en posant son regard sur Jiang, il exigea qu'il se lève pour lui montrer son visage, avant de réclamer qu'on lui apporte une chaise. Cam obtempéra immédiatement. L'autre empoigna Jiang par les cheveux, tandis que le jeune maître, en soulevant doucement le tissu qui le cachait, s'étonna à haute voix de la ressemblance frappante, reconnaissant que son interlocuteur lui ressemblait effectivement beaucoup.
Sous le choc, Jong ouvrit de grands yeux, incapable de croire à une telle similitude. Le jeune maître, souriant, avoua que l'apparition de quelqu'un d'aussi proche de lui en ce moment semblait relever du destin, avant de souligner l'étonnement perceptible dans le regard de Jong. Jong demeura muet, incapable de formuler la moindre réponse. Le jeune maître, installé avec aisance sur un banc, précisa avoir découvert que Jong était condamné à mort et serait traîné pour être éviscéré dans 2 jours. Il fit alors remarquer qu'il trouvait la vie profondément injuste. Selon lui, ils partageaient le même visage, mais l'un avait la position de jeune maître tandis que l'autre, enfermé, attendait son exécution. Ainsi, Jeong ne put qu'observer la scène, sans dire un mot. Ce qui captiva davantage Jeong, c'est que ce jeune maître lui proposait soudain une occasion unique. Il expliqua qu'en devenant le 3e jeune maître du grand manoir de l'épée Mok, autrement dit en se faisant passer pour Mok Gyong-woon, Jong pourrait prendre sa place. Aussitôt, l'espoir se ralluma chez le prisonnier. Mok Gyong-woon poursuivit en annonçant que la tâche ne serait pas simple, mais que Jong bénéficierait d'un confort luxueux, entouré de servantes et d'un lit moelleux, tout en goûtant à des plaisirs insoupçonnés, avant de recevoir suffisamment d'argent pour vivre libre et à l'abri du besoin. Kam tendit alors la main, laissant apparaître une petite boule rouge qui serait à avaler pour sceller l'accord. Méfiant, Jeong s'enquit de la nature réelle de cet objet. Il reçut pour toute réponse qu'on ne pouvait accorder une confiance totale à un prisonnier et que la réussite de sa mission lui vaudrait un antidote, tout en lui demandant s'il acceptait ses conditions. Ainsi, l'enjeu était posé, exigeant que Jong se décide sur le champ. Alors qu'on déposait la pilule empoisonnée dans sa bouche, Jong songea à son grand-père, estimant que c'était peut-être là sa seconde opportunité. Il consentit finalement à l'avaler, signifiant clairement son accord. Tandis que les 2 hommes l'observaient avec attention, un mince sourire apparut sur les lèvres du jeune maître, comme pour confirmer que Jong venait de recevoir une nouvelle occasion de se venger. Dans cet élan, Jong voulut savoir s'il obtiendrait réellement cette chance tant espérée. Son regard reflétait à la fois l'incertitude et la détermination. Ravi de cette décision, Mok Gyong-woon demanda alors à Kam de libérer Jong de ses points de pression et de le débarrasser de ses menottes. Le garde s'exécuta aussitôt, posant rapidement ses mains aux endroits nécessaires pour le libérer. Les contraintes de bois tombèrent, et Jong sentit un soulagement immédiat gagner son corps. Une forme de calme inonda alors la cellule, marquant la fin de cette première mise à l'épreuve. Kam quitta la cellule, proposant de guider le groupe et priant le jeune maître de rester derrière lui. Jong, pour sa part, exigea que son double passe devant, et ils entamèrent ainsi leur sortie de cette geôle. Malgré tout, Kam rappela qu'il subsistait quelques consignes à respecter durant le trajet. Soudain, Jong se retourna et immobilisa le jeune maître en l'agrippant par la tête. Les yeux grands ouverts, Jong arbora un sourire machiavélique en observant Kam, constatant que le cou de Mok Gyong-woon était désormais entièrement tourné. Devant ce spectacle, Kam serra les dents et laissa échapper un juron incrédule. Le corps du jeune maître s'effondra à terre, déjà privé de vie. Avec une ironie cruelle, Jong s'adressa ensuite à Kam pour souligner qu'ils allaient devoir gérer la disparition prématurée du faux jeune maître. D'un ton encore plus menaçant, il insinua que le faux jeune maître avait péri avant même qu'on ne parvienne à capturer le démon assassin de la faux. Connu sous ce sobriquet, Jong élit ensuite domicile en ville. Un incendie éclata et, sous la panique générale, la foule se dispersa en hurlant de se mettre à l'abri. Au milieu du chaos, Jong brandissait une tête humaine par les cheveux, trouvant la situation particulièrement divertissante. Puis, il fit irruption dans un lieu où des civils paniqués s'enfuyaient à toutes jambes, appelant à l'aide pour échapper à la mort. Tandis que Jong, armé de sa faux et tenant toujours la tête sanglante, arpentait les environs, il paraissait à nouveau fasciné par la scène. Ses yeux, privés de toute innocence, révélaient l'excitation et le plaisir qu'il éprouvait en voyant le sang se répandre telle une encre sombre sur un parchemin immaculé. Son comportement relevait d'un authentique psychopathe. Il avait éliminé tous ceux qu'il jugeait responsables de la mort de son grand-père. Pourtant, la seule émotion qu'il ressentait en massacrant ses nombreuses victimes demeurait un plaisir brut. Le souvenir de son aïeul lui revenait en mémoire, lui rappelant qu'il ne devait jamais dévoiler la part la plus sombre de sa nature. Mais cette part d'ombre se trouvait déjà souillée, au même titre que la lame ensanglantée de sa faux. Il lâcha la tête au sol pour la regarder rouler, se demandant intérieurement quelle expression il arborait en massacrant autant de gens. Ses mains tremblaient, ruisselantes de sang, tandis que son esprit l'interrogeait sur la possibilité qu'il soit en train de sourire.
Aussi effroyable que cela pût sembler, un rictus était bel et bien présent sur son visage, et ses mains tressaillaient d'exaltation. Était-ce donc cette facette dont son grand-père avait parlé? Alors qu'il s'approchait d'un homme déjà à terre qui, affolé, l'avait qualifié de démon assassin de la faux, Jiang se questionnait silencieusement sur la noirceur de sa vraie nature. Il ignorait encore la réponse, mais pour l'instant, il ne songeait qu'à continuer de tuer. Ainsi, toute autre considération passait au second plan. Sur le point d'abattre sa faux sur le malheureux, Jiang fut soudain balayé par un violent coup de pied qui le projeta contre la porte. L'impact fut tel qu'il pulvérisa une partie des lieux, subissant encore le contre-coup de la douleur. Cette intervention permit à sa victime de fuir et à un inconnu de faire son entrée. En se relevant avec peine, Jiang entendit son agresseur s'étonner de son incroyable résistance, tout en constatant qu'il était toujours vivant. Jiang se redressa en se tenant les côtes, pestant intérieurement contre la force de ce type, qu'il trouvait redoutable. L'inconnu dégaina son épée, ses yeux s'illuminant d'un éclat rougeoyant alors qu'il fixait sa proie. Il s'esclaffa soudain, constatant que Jiang n'avait même pas reçu de formation aux arts martiaux, mais qu'il avait néanmoins survécu à son offensive. Sans attendre, il bondit vers Jiang, l'agrippa à la gorge et le souleva du sol, l'étouffant à moitié. Jiang ne put que mesurer l'incroyable proximité à laquelle l'autre se déplaçait, commençant à soupçonner qu'il n'était peut-être plus tout à fait humain. Le homme jugea la situation fort intéressante. Il mentionna qu'il se demandait qui le traquait, mais s'étonnait de constater qu'il ne s'agissait que d'un simple garçon, sans le moindre entraînement martial. Tout s'interrompit brusquement lorsque le mot « suivre » fut évoqué. Aussitôt, il enfonça son épée dans le corps de Jiang, l'empêchant de réagir, et le sang de sa victime jaillit tandis qu'il s'étranglait dans une toux incontrôlable. Retirant aussitôt sa lame, l'inconnu jugea préférable de l'éliminer sur le champ, au vu de sa capacité à survivre à une attaque mortelle malgré son absence de formation. Sans attendre, il transperça une seconde fois Jiang, l'attirant tout contre lui. Le visage de Jiang se vida de toute expression. L'homme souligna que Jiang n'aurait pas dû se mettre à tuer sans distinction, car il venait de sauter toute chance de mener une existence paisible. Alors que la tête de Jiang retombait sur l'épaule de son adversaire, il se disait qu'il avait échoué de manière lamentable, juste après avoir découvert le meurtrier de son grand-père. Il se demanda finalement si sa fin était arrivée, avant d'être englouti par les ténèbres. Pourtant, il n'était pas réellement décédé. On l'avait capturé et enfermé dans cette geôle nauséabonde, promis à une exécution prochaine. Il s'était dit un instant que, s'il avait pu tout recommencer, il ne s'y serait peut-être pas risqué. Cependant, il en était finalement venu à assassiner le jeune maître Mok Gyeong-won, celui-là même qui lui avait offert de prendre sa place. Arborant un rictus démoniaque, Jiang se tourna alors vers Cam, l'interrogeant sur la suite des événements. Tout était sur le point de changer. Cam s'élança hors de la cellule et agrippa Jiang par la gorge, proférant insultes et menaces, jurant qu'il payait cher sa témérité d'avoir tué le jeune maître. Un compagnon l'avait pourtant déjà averti de ne pas sous-estimer Jiang en raison de son apparente jeunesse. Malgré ses hurlements, Jiang conservait son sourire et rétorqua qu'un substitut était censé endosser les vrais dangers, affirmant que l'obéissance aveugle dans ce cas ne conduirait qu'à sa perte. Les dés étaient jetés. Ils échangèrent un regard intense, tandis que Jiang prenait conscience de la puissance de Cam. Le garde s'enquit de savoir si Jiang avait l'intention de l'éliminer, et ce dernier précisa que, s'il l'avait voulu, ce serait déjà fait. Il devenait donc évident que Cam ne nourrissait aucun attachement réel envers le jeune maître défunt. Troublé par cette constatation, Cam fronça les sourcils et écarquilla les yeux. Puis, trouvant la situation totalement insensée, il projeta Jiang au sol de toute sa force. Jiang tomba face contre terre, le bras toujours retenu. Cam, alors, sortit une dague de son dos, et en l'immobilisant, déclara d'une voix menaçante qu'il allait le tuer sur le champ. Plein de moquerie, Jiang lui demanda tout de même si c'était vraiment nécessaire, mais Cam, fou de rage, ne voyait aucune raison de renoncer. Cependant, Jiang rappela qu'il avait ingéré le poison que Cam lui avait donné, qu'il ne pourrait survivre sans l'antidote, et qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. Comme un petit diable attisant une volonté mal placée, Jiang laissa entendre que c'était peut-être une bonne opportunité pour Cam, puisque le troisième jeune maître de la Mansauda Espadamok pouvait désormais devenir un chien loyal. Cam n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait, récapitulant qu'il lui faudrait trahir le jeune maître et se servir de ce psychopathe fou comme marionnette. Pourtant, Jiang, devant cette logique, devina qu'il pourrait le convaincre.
Durant quelques secondes de silence, Cam prit une profonde inspiration et, malgré tout, résolut de le tuer, levant sa dague tremblante pour finalement la planter dans le sol, à 1 centimètre à peine du visage de Jong. Il rangea alors son arme, le visage toujours contracté par la colère, puis se releva devant Jong pour proclamer qu'à partir de cet instant, il serait Mok Gyong-won. Jong esquissa un sourire satisfait. Il avait enfin atteint son but. Nous voilà conduits à la Mansauda Espada Mok, où Cam et Jeong s'affairaient à changer de tenue. Le garde constata que ce psychopathe ne connaîtrait personne au sein de la demeure, tandis que Jeong, accroupi, enfilait les habits du jeune maître défunt. Il fit remarquer que cette situation ne différait guère de celle d'un simple substitut, mais Cam répliqua fermement que Jeong n'avait pas son mot à dire, préférant se comporter comme une marionnette plutôt que d'endosser un rôle de remplaçant. Il ajouta qu'au moindre faux pas, Jeong ne recevrait pas l'antidote au poison qu'il avait avalé. Cam s'avança davantage, l'expression obscure, pour souligner un point crucial. Il insista sur le fait que la moindre désobéissance ou tentative de rébellion serait immédiatement punie de mort. Jong accueillit la menace avec un sourire angélique. Cam lui jeta ensuite un neutralisateur, précisant qu'il devait en ingérer chaque jour sous peine de voir le poison se propager dans son organisme, et il lui recommanda de s'en souvenir. L'aube pointait, et Jong, assis au bord de la fenêtre, mâchait son neutralisateur en songeant à la chance inouïe qu'il avait sauvée. Il caressait ses blessures, reconnaissant qu'il relevait presque du miracle d'être encore en vie après ses coups de couteau, et considérait qu'il avait ainsi gagné une existence nouvelle. À ses yeux, il ne doutait pas que son grand-père avait orchestré cette providence pour l'empêcher de mourir si tôt, mais il n'envisageait pas de s'éteindre avant de s'être vengé. Pensant à ce misérable individu qui le croyait probablement décédé, d'autant plus que le corps de Mok Gyong-won avait vraisemblablement été retrouvé, Jong nourrissait déjà son désir de représailles. Jong scrutait ce petit territoire, berceau d'un clan d'arts martiaux, et choisit de se servir de son rôle de 3e jeune maître pour se former. De cette façon, il pourrait de nouveau croiser l'individu qui avait assassiné son grand-père. Le simple fait d'imaginer sa vengeance lui arracha un rictus, tandis qu'il se promettait de l'éliminer comme on avait tué son aïeul. Jong savourait tranquillement son repas dans ses nouveaux appartements, tout en se félicitant d'avoir échappé à la mort et de pouvoir même s'initier aux arts martiaux. Dehors, Go-chan, le garde placé par Cam pour le surveiller, s'impatientait en martelant le sol de son pied, s'interrogeant sur ce qu'un garçon sans formation martiale pouvait bien avoir de spécial et accusant Cam d'avoir perdu la raison. Puis, un bref éclat de stupeur échappa au garde en songeant que Jong avait tué Mok Gyong-won, compromettant ainsi tout un plan. Cam, cependant, coupa court à ces exclamations et déclara que cela n'avait désormais plus d'importance, que le rôle de Go-chan venait de changer. Cam répéta ses instructions à Go-chan, exigeant qu'il surveille Jong et l'empêche de quitter les lieux. Pendant ce temps, il élaborerait un nouveau plan avant de se débarrasser définitivement de l'intrus. Stupéfait, Go-chan le vit s'éloigner en maugréant qu'il valait mieux s'allier à un autre. Juste avant que Cam ne disparaisse, Go-chan lui rappela le poison administré à Jong et la raison pour laquelle le 3e jeune maître avait été choisi. Cam rétorqua aussitôt qu'il ne fallait pas se fier à l'obéissance de Jong, précisant qu'il s'agissait d'un condamné à mort, capable de tuer Mok Gyong-won pour usurper son identité. Avec une volonté hors norme, ce psychopathe représentait un danger, et il ne serait pas judicieux de s'associer à lui. Le pauvre psychopathe incompris demeurait la source de la colère du garde, qui, hors de lui, se frappa la tête contre la porte avant de grincer des dents. Il se demandait ce que ce garçon, ayant ignoré l'apprentissage des arts martiaux et ayant ingurgité un poison, pouvait bien avoir de si particulier. Mais il était conscient qu'il ne pouvait désobéir aux ordres de Cam. S'efforçant de garder son calme, il se persuada de ne pas sous-estimer ce vengeur obstiné. Jong percevait depuis sa chambre tout ce vacarme de pas et de coups, et prit alors une grande inspiration. Il se souvenait qu'on lui avait seulement expliqué la nécessité d'un substitut, même si cet endroit semblait trop sûr pour justifier un tel besoin. Il en déduisit donc qu'il y avait un autre motif le concernant. Ce doute l'obsédait au point qu'il tapotait nerveusement la table, réfléchissant au fait qu'il ne semblait pas disposé à lui révéler la moindre information, avant de finalement sourire d'un air rusé, persuadé que Cam envisageait de changer d'alliance. Un lourd silence régnait dans le couloir, où l'ennui gagnait peu à peu Go-chan, dont la tête dodelinait sous l'effet de la somnolence. Il sursauta néanmoins, lorsque Jong ouvrit soudain la porte, et s'enquit aussitôt de savoir si celui-ci avait besoin de se rendre aux latrines ou autre. Or,
Jeong souhaitait simplement prendre l'air et voulait que le garde l'accompagne afin de lui poser quelques questions, mais Go-chan, d'un ton autoritaire, l'envoya sèchement se rasseoir, menaçant qu'il verrait couler le sang s'il persistait, tout en lui rappelant qu'il ignorait à qui il s'adressait. Jeong lui adressa un sourire, confirmant qu'il s'appelait Go-chan, et, jouant les petits provocateurs, suggéra qu'aucun mal ne surviendrait s'ils gardèrent la chose secrète. Furieux, le garde le saisit par le col et le projeta violemment contre le mur, avant de s'approcher de son visage impassible pour lui rappeler qu'il semblait avoir oublié sa place et qu'il n'en ressortirait rien de bon s'il continuait à l'irriter. Invité à rentrer sur le champ, Jeong soutint silencieusement son regard d'un air qui laissait entendre que Go-chan était sans nul doute plus faible que Cam. Puis, dans un geste rapide, il reproduisit la prise que Cam avait utilisée sur lui, renversa le garde et l'immobilisa au sol. La manœuvre reprenait un style d'arts martiaux, mêlant des techniques apparentées au karaté et à l'aïkido, agrémentées d'une application de points de pression visant à paralyser complètement l'adversaire. Stupéfait, Go-chan s'immobilisa d'abord en se demandant comment ce misérable avait pu lui dissimuler son entraînement, avant de parvenir, malgré tout, à esquisser quelques mouvements. Face à ce constat, Jeong s'interrogea tout haut, pensant avoir échoué dans sa copie exacte des gestes de Cam, et reconnut que cela se révélait moins aisé qu'il l'imaginait. Go-chan, les yeux agrandis par l'incompréhension, se rendit compte que ce gamin avait reproduit les gestes simplement en les observant une seule fois. L'expression de Jeong, similaire à celle d'un assassin brandissant une faux, lui apparut soudainement terrifiante, et il saisit alors la nature redoutable de ce garçon. Dans une ultime tentative pour se tirer d'affaire, Go-chan lui rappela le poison, précisant que Jeong mourrait de façon atroce s'il ne prenait pas son neutralisateur régulièrement, et insinuant qu'il ne le laisserait pas en vie en étant au courant d'un tel secret. Jeong serra si fort les joues de Go-chan qu'il le contraignit à entr'ouvrir la bouche, puis se mordit le doigt pour laisser couler son propre sang, lequel s'écoula aussitôt dans la gorge du garde. Celui-ci porta vainement ses mains à son cou, trop tard pour empêcher le liquide de pénétrer son organisme, et tenta de mobiliser son énergie intérieure pour expulser le poison. C'est alors que Jeong expliqua avoir ingéré divers poisons depuis l'enfance, lorsqu'il cueillait des herbes en compagnie de son grand-père, au point que son sang en devint lui-même vénéneux. Il lui décocha ensuite un coup de pied et lécha la plaie de son propre doigt, ajoutant qu'il était capable d'identifier la composition d'un poison rien qu'en le sentant ou en le goûtant, et que la plupart des toxines restaient sans effet sur lui, rendant toute neutralisation superflue. Puis, il rappela qu'il souhaitait poser une question et demanda à Go-chan de lui parler de la Mansao da Espadamok. D'un ton glaçant, il précisa qu'il était le seul à pouvoir neutraliser le venin qui coulait dans ses veines, et qu'il était persuadé que le garde lui serait très utile. Go-chan, tétanisé, se persuadait désormais que ce garçon n'était rien de moins qu'un démon. Pendant ce temps, dans le grand hall de la Mansao da Espadamok, on découvrait la chambre du maître de la demeure, Mok-in-dan, alité et en proie à une maladie sévère. Un vieux médecin annonçait, la mine sombre, qu'il n'existait plus aucun remède. Il avait déjà épuisé l'ensemble de ses connaissances, utilisé toutes sortes d'herbes, sans jamais découvrir l'origine du mal. Le vieux médecin, rongé d'inquiétude, songeait qu'il serait bientôt temps pour Mok-in-dan de désigner son héritier, d'autant plus qu'il n'avait pas pris cette précaution avant de tomber malade. La demeure abritait 4 fils, et l'absence de successeur proclamé maintenait pour l'instant un semblant de paix. Toutefois, s'il venait à mourir, les frères s'entre-déchireraient pour arracher le titre. La première épouse, qui idolâtrait particulièrement l'aîné, demeurait un sujet d'inquiétude, car nul ne savait jusqu'où elle irait pour l'avantager. À ce moment précis, ladite épouse fit irruption, arborant sa tenue caractéristique, et voulut s'enquérir de l'état de son mari, qu'elle appela le maître de la demeure. Lady Seok, ainsi nommée, imposa fermement la conversation en réclamant à nouveau des nouvelles sur la santé de Mok-in-dan. Le médecin s'inclina, exprimant ses regrets quant à son manque de savoir et à l'étrange nature de cette maladie, qu'il ne parvenait pas à diagnostiquer. Selon Lady Seok, il n'y avait là rien d'inattendu, puisqu'elle jugeait normal que ce mal demeure un mystère pour tous. Tandis qu'elle jetait un regard à son époux affaibli, elle déclara qu'il n'y avait plus d'autre recours que le chamanisme. Le vieux médecin, consterné, répéta qu'il s'agissait d'une croyance fallacieuse et s'étonna qu'elle puisse considérer une telle approche. Elle se tourna vers lui avec véhémence pour demander s'il fallait qu'elle reste les bras croisés en regardant son mari dépérir. Le médecin, décontenancé, tenta de préciser ses propos, mais elle l'interrompit, l'informant qu'elle avait déjà fait venir un chaman spécialisé dans les maladies inconnues
et qu'il ferait mieux de se retirer. Un léger sourire émergea lorsqu'elle sortit son éventail, déclarant qu'elle laissait la guérison du maître aux soins de ce chaman, et qu'il était désormais interdit à quiconque d'entrer dans le salon principal. Son visage trahissait un plan méticuleusement élaboré, appuyé par ces derniers mots sur l'absence de toute âme intrusive. De cette façon, Go-chan illustra la situation précaire de la Mansa au Mok, ce qui permit à Jeong, notre psychopathe, d'en saisir rapidement les enjeux. Après s'être incliné, il formula son intention de quitter les lieux, laissant toutefois le garde perplexe quant à la destination. En jetant un coup d'œil par la fenêtre vers l'une des vastes demeures, Jeong arbora un sourire assuré et annonça son envie d'aller trouver le maître de la Mansan. Les deux hommes quittèrent donc la pièce où Jeong séjournait, et ce dernier, tenant un document, releva que le véritable Mok Gyong-woon et Kam avaient initialement prévu de l'installer comme substitut pour inciter l'aîné, Mok Yono, à tenter de l'assassiner. Go-chan confirma aussitôt. Sur le papier figurait un portrait de cet héritier et quelques informations à son sujet, le décrivant comme un jeune homme de 20 ans, reconnaissable à une marque de naissance sur la joue gauche, grand amateur de boissons et de plaisir, au point de fréquenter la taverne un jour sur deux. Il était réputé être le moins compétent des 4 frères, de surcroît avide et sans pitié. Le second fils, Mok Eum-pong, avait 18 ans et ressemblait beaucoup à sa mère, avec un regard perçant, une intelligence fine et un esprit calculateur. Il savait exactement comment s'y prendre pour briguer la direction de la famille. Le plan prévoyait de réunir Yono et Eum-pong au même endroit que le substitut, en l'occurrence Jeong, afin que Eum-pong élimine Gyong-woon, l'usurpateur. Ensuite, il aurait suffi de laisser Yono poignarder Eum-pong dans le dos, ce qui, dans tous les cas, aurait éliminé l'un des 2 prétendants comme héritier, puisque s'il cherchait à s'entretuer, il serait disqualifié. Mok Gyong-woon serait alors revenu indemne, remportant ainsi la mise. Jeong estima que ce défunt jeune maître avait fait preuve de malice, mais la variable imprévue avait été son propre meurtre. Tout en marchant vers la demeure, il déchira la feuille contenant les renseignements sur les frères, et quand on l'interrogea sur ses motivations, il expliqua que la vie et la mort du seigneur de la Mansan étaient étroitement liées à son propre sort, d'où son désir de le rencontrer. Go-chan, de son côté, s'inquiétait à l'idée que le chasseur attitré du maître se tienne à l'entrée du grand palais, surveillant l'arrivée de tout visiteur par le grand escalier. Un vieil homme aux habits amples approchait, s'enquérant de la possibilité de voir déjà le maître de la Mansan. Il s'agissait du chaman Myosin, accueilli par Lady Seok, qui déclara avoir entendu parler de ses talents prodigieux et accepta de lui faire confiance cette fois. Le chaman affirma que plus l'étrange maladie se prolongeait, plus elle s'affaiblirait, et recommanda à tous de se tenir à 30 pas de l'enceinte principale, au risque de provoquer une aggravation de la situation. Lady Seok avait déjà pris ses dispositions pour qu'il ne reste qu'un garde à l'entrée, tous les autres s'étant déjà dispersés. Le chaman lui rappela sereinement qu'elle aussi devait se retirer, mais elle s'éloigna en insistant sur la requête qu'elle lui avait adressée, qu'il ne devait pas oublier. L'homme confirma qu'il cherchait à obtenir le sceau du maître ainsi que le manuel secret, et qu'en échange, elle lui verserait sans délai 300 pièces d'argent. Lady Seok ordonna alors à l'ensemble des gardes de quitter les abords du bâtiment principal, et, dans un même élan, ils acquiescèrent. Tandis qu'elle s'éloignait du bâtiment principal, Lady Seok songeait qu'elle répugnait à croire au chamanisme. Elle aperçut alors, dans la cour d'entraînement, un jeune homme du nom de Muno, le 4e fils de la famille Mok, plongé dans un exercice acharné. Sa simple vue l'irritait, car il était né d'une geisha, et elle refusait d'imaginer qu'un sang plébéien puisse un jour diriger la Mansan. Malgré son exaspération, elle choisit de l'ignorer tandis qu'elle quittait les lieux. Lady Seok partait lorsque Jeong entra, remarquant à son tour l'ardeur de l'entraînement de Muno. Go-chan précisa qu'il s'agissait du 4e fils, un jeune homme versé dans les arts martiaux. Jeong, qui semblait déjà connaître sa réputation, releva que Muno possédait de grandes compétences et ne relâchait jamais ses efforts, un atout renforcé par sa ressemblance avec le maître, ce qui faisait de lui un favori. En le voyant pratiquer, Jeong s'interrogea sur la méthode employée pour étudier les arts martiaux, et Go-chan, en désignant les jambes, expliqua qu'il s'agissait de la posture du cheval, conçue pour fortifier la partie inférieure du corps, base de toute discipline martiale. Jeong acquiesça à ces explications, puis interpella brusquement Go-chan pour lui demander s'il pourrait tuer le garde Kam, une fois maîtrisé les techniques martiales. Ces mots frappèrent le garde de stupeur, au point qu'il ne sut que répondre.
Le psychopathe, implacable, répéta sa question avec froideur, exigeant de savoir s'il aurait la force de défaire Cam après avoir appris à se battre. Interloqué, Go-chan s'interrogea sur la façon dont ce démon avait pu deviner qu'il comptait l'abandonner, le jugeant décidément trop clairvoyant. Il expira lentement et expliqua à Jeong que les bases des arts martiaux relevèrent d'un entraînement intérieur, semblable à un travail de respiration. Plus précisément, il évoqua le Tugu Naim, une méthode visant à purifier l'énergie naturelle en soi et à concentrer le QI interne afin de décupler sa force. Cependant, même en assimilant ces techniques, vaincre un guerrier de premier rang comme Cam resterait ardu, d'autant plus que ce dernier disposait déjà de 3 décennies de QI interne accumulé et d'une expertise remarquable. Jeong afficha une certaine déception, prenant conscience de la difficulté à accomplir un tel exploit en peu de temps. Dans le même élan, Go-chan souriait intérieurement, convaincu que le psychopathe n'y parviendrait jamais. Il savait que l'entraînement intérieur exigeait d'être amorcé entre 5 et 9 ans pour éviter l'accumulation d'énergies impures, rendant par la suite l'assemblage du ki intérieur quasiment impossible. Se moquant de Jeong dans ses pensées, il se demanda s'il fallait lui faire un dessin, ironisant sur sa prétendue ambition et le comparant à une grenouille au fond d'un puits. Soudainement, Jeong apparut devant Go-chan, les doigts levés et les yeux écarquillés. La peur grimpa le long de l'échine du garde, sachant qu'au moindre mouvement, il risquait d'être blessé. Jeong écarta alors les paupières de l'œil du garde, indiquant que ce regard lui paraissait avide, au point de l'inciter à le piquer. Le garde resta figé, tandis que Jeong lui demanda indirectement de devenir sien, toujours avec un grand sourire satisfait. Face à cette proposition, Go-chan ne put qu'incliner la tête pour manifester son accord. Puis Jeong se retourna, permettant enfin au pauvre homme de respirer, la main tremblante posée sur ses yeux. Notre protagoniste enchaîna en son fort intérieur diverses hypothèses concernant Cam, qu'il envisageait de tuer, puisqu'il ne faisait pas confiance à Jeong. Il trouvait ardu de rallier cet homme à sa cause. Go-chan vint alors l'interrompre, lui suggérant de quitter rapidement les lieux. Lorsque Jeong s'enquit de la raison, il apprit que le plus jeune maître vouait une réelle aversion envers le véritable jeune maître. 2 ans plus tôt, ce dernier avait insulté la mère du plus jeune, se faisant tabasser sans ménagement. Jeong, quant à lui, considéra l'épisode comme amusant, estimant que le plus jeune avait malgré tout épargné ses membres. Ainsi, ils se mirent en route, laissant Muno poursuivre un entraînement particulièrement éprouvant. La nuit commençait à tomber, et les préparatifs se déroulaient dans la chambre du maître de la famille. Un chaman dirigeait le placement d'un grelot sonore autour du lit, où le seigneur reposait. Mokindan, le maître, présentait d'inquiétantes veines violettes visibles sous la peau, semblant converger vers son cœur. Myozin, qui venait d'entrer, fut surpris. Il s'attendait à des signes de dépendance, mais constata surtout une énergie mortelle irrésistible. Seule la force d'un grand artiste martial pouvait endurer une telle puissance sans en mourir. Le retard accumulé réduisait la chance de survie du maître à environ 50%. Le vieux chaman s'agenouilla pour prendre dans sa mallette de quoi écrire, un parchemin et des encres. Il paraissait ne se soucier ni de sauver le patient, ni de le perdre, car sa tâche consistait simplement à accomplir ce qu'on lui avait confié. Son pinceau glissa sur le papier, où il traça divers caractères invoquant le sceptre d'Inora, les 8 rois célestes et les fantômes malveillants, priant pour que leur malheur se transforme et affirmant vouloir leur enseigner le Sharma afin de les aider à échapper à la souffrance. Ensuite, il envoya ce sceau vers le torse du Seigneur, précisément au point où l'énergie se trouvait concentrée. Une intense lumière dorée se mit à circuler sur tout le corps de Mokindan, inondant la pièce. Le chaman fit un signe de la main, activant le sceau, tout en murmurant qu'il s'agissait d'une maladie de l'esprit. Le maître poussa alors un premier gémissement. Myosin récita, à son tour, diverses louanges associées aux grands généraux protecteurs et au Bouddha Vajrapani, mentionnant des chaînes de cuivre et de fer, ainsi que 4 rois démons de l'eau. Tandis que la prière se prolongeait, Mokindan semblait souffrir davantage. Au fil de ses incantations, la douleur s'amplifia chez le maître, au point que le chaman s'inquiéta de la force de l'énergie mortelle. Il exécuta un nouveau geste et ordonna l'éveil, implorant la rapidité des Dharmapalas. Soudain, Mokindan ouvrit les yeux, rougi par la rage, serrant les dents et poussant un grondement terrifiant. Dans le même temps, un grelot se décrocha, ce qui fit sursauter le vieil homme. Il s'interrogea, redoutant l'apparition de quelqu'un, peut-être de madame, tout en priant pour qu'aucune intrusion ne vienne perturber ce rituel déjà délicat. À cet instant, Mokindan bondit par-dessus son lit,
libérant une puissante énergie violette qui se déchaîna dans la pièce, faisant résonner violemment les grelots. Le chaman fut projeté au sol et se retrouva malencontreusement au pied d'un individu en manteau bleu. C'était Jong. Le vieil homme le dévisagea avec amertume, tandis que Go-chan s'écria, affolé, pour demander ce qui se passait avec le maître de la demeure. Sans la moindre considération pour l'autorité spirituelle présente, Jong s'avança et s'interrogea sur l'identité de cet homme, se demandant s'il était réellement le maître Mok. Puis l'usurpateur salua son père, d'un geste vif et moqueur. Malgré tout, le maître ne parvenait qu'à émettre des râles rauques, et ceux présents à la porte ne saisissaient pas la situation. Jong conserva cependant son habituel sourire, s'inclinant respectueusement. Un cri strident s'éleva, ordonnant à Jong de quitter la pièce, résonnant jusque dans les couloirs extérieurs. Le chaman, paniqué, réitéra l'ordre de sortir, soulignant qu'il ignorait si Jong était vraiment son fils, et rappelant l'interdiction d'interrompre le rituel que la jeune fille Seo avait imposé. Le garde s'avança pour savoir de quel droit on osait les chasser, pendant que Jong continuait à examiner l'état de ce prétendu père. Myosin expliqua que les efforts pour apaiser la maladie mystérieuse avaient été renversés par l'énergie mortelle, aggravant le cas du maître. Le chaman, dubitatif, demanda à Jong s'il connaissait l'alchimie, avant de lui hurler de sortir, dans une angoisse palpable. Il le supplia de partir, de crainte que tout ne tourne mal. Mais un nouveau gémissement assourdissant fit taire le vieil homme. Le garde ouvrit de grands yeux, se retournant vers le maître, qui venait de pousser un hurlement à glacer le sang. En cet instant, Mok Indan se métamorphosa. Ses yeux n'étaient plus qu'une marque écarlate, tandis que les veines de son front gonflaient lorsqu'il cria. Son corps se débattait furieusement, au point que les présents durent se mettre à distance, tant la scène rappelait une possession. Le chaman constata que la mystérieuse maladie avait envahi le maître et réclama de l'aide, exigeant qu'on le maintienne pour qu'il ne détruise pas les cordes qui le retenaient. Go-chan, terrifié, s'empressa de prêter main forte, mais il arriva trop tard. Les cordes se brisèrent déjà, et Mok Indan, la mine hors de contrôle, s'éleva dans les airs. Le seau planté sur sa poitrine fut arraché. Le garde et Jong s'efforcèrent de le plaquer avec la plus grande force possible pour l'immobiliser, pendant que le chaman préparait un nouveau sceau. Celui-ci, expliqua-t-il, devait réprimer l'esprit maléfique, guérir la maladie et dévorer toute la malfaisance. Les yeux du maître, cramoisis et écarquillés, laissaient échapper des cris ininterrompus. Sa mâchoire grinçait si violemment qu'il parvint à agripper le bras de Go-chan, lequel ressentit une terreur fulgurante. Dans la seconde qui suivit, Mok Indan tordit le bras du garde, arrachant un hurlement de douleur à l'infortuné. Sa force était telle qu'il l'écrasa contre une pilastre, le maintenant en place. Le chaman avertit que si l'esprit maléfique parvenait à les infecter, ils risquaient tous de présenter ses veines sur leur corps, signe visible de la maladie. Go-chan, au bord des larmes, s'écria, complètement paniqué, en se demandant s'il allait lui aussi contracter ce mal, et reprocha au chaman d'avoir omis de l'informer plus tôt. La forme maléfique commençait à se manifester dans un semblant de mini-dragon, qui rampait de plus en plus sur le bras du garde, l'incitant à crier qu'il arrivait quelque chose de pire. Jong réagit aussitôt en brandissant une dague, sectionnant la main du maître pour sauver Go-chan. Tous furent stupéfaits de voir le sang jaillir, tandis que Mok Indan se débattait inlassablement. Une fois le choc passé, Go-chan, encore sous le coup de l'émotion, hurla sa réprobation, et Jong, avec son sourire inquiétant, s'approcha de nouveau. Le garde, médusé, ne put qu'exprimer son incompréhension, surtout lorsque Jong répéta ce geste implacable. Il trancha un second morceau de bras à Mok Indan, provoquant un flot de sang plus important. Go-chan ne pouvait que penser que ce maniaque venait littéralement de couper le bras du maître de la demeure. Tandis que les fragments gisaient à terre, le vieux chaman en profita pour apposer un sceau sur l'esprit libéré, apaisant ainsi la scène, pendant que le garde se hâtait de juguler l'hémorragie. Le vieil homme jeta un regard désabusé aux deux compagnons, songeant qu'il avait échoué dans sa mission, que le maître avait perdu un bras et qu'il valait sans doute mieux déguerpir avant d'être incriminé. Il décida cependant de prodiguer quelques soins indispensables, puis de disparaître. Néanmoins, Jong posa la lame froide contre la gorge du chaman, lequel déglutit péniblement. Interloqué, le vieil homme voulut en connaître la signification, mais Go-chan appela le jeune maître, cherchant à le calmer. Jong imposa le silence, puis demanda s'il s'agissait de la raison pour laquelle le maître était en si piteux état. Le chaman, encore agenouillé,
reconnut que tout le corps de Mokindan demeurait vulnérable et que, s'il ne poursuivait pas le rituel, il risquait de mourir. Il ajouta que Jeong ne devrait pas prendre ce risque, insistant sur le fait qu'il n'avait aucune minute à perdre. Toutefois, Jeong répéta un mot clé, soulignant que le vieil homme avait parlé de quelqu'un d'autre qu'il voulait voir mourir. Il insinua que c'était la personne qui avait engagé le chaman. Ce dernier tenta de se justifier, mais Jeong approcha davantage la lame de sa gorge, le poussant à avouer que la première épouse, Lady Seok, avait clairement déclaré qu'épargner la vie du maître n'était pas essentiel. Elle exigeait qu'on localise le manuel secret et le sceau de Mokindan par le biais de l'esprit maléfique. Jeong, ignorant de quoi il s'agissait, vit Go-chan serrer les dents et songer à Lady Seok. Le garde redoutait que l'aîné de la famille ne devienne le prochain maître en cas de réussite de ce complot. Il exhorta Yang à sauver le maître de la demeure, comprenant que la première épouse s'en prendrait sans doute à lui par la suite, maintenant que leur plan était au compromis. Le vieux chaman aperçut là une chance de se racheter et promit de sauver Jeong, mais celui-ci refusa et exigea plutôt qu'il découvre sans tarder où se trouvaient le manuel et le sceau. Ni Go-chan ni le chaman ne comprirent ses motivations, mais le jeune homme persista, déclarant qu'il souhaitait récupérer ces deux objets au plus vite. Sous la menace, le chaman se remit donc au travail, nouant à nouveau des cordes magiques autour de Mokindan et préparant une poupée en bois qui servirait de réceptacle. Il expliqua que si le maître entrait de nouveau en contact avec l'esprit maléfique, il pourrait mourir, mais qu'il comptait tromper ce dernier en lui faisant croire que la poupée était le véritable hôte. Après avoir tout installé, le vieux plaqua la figurine contre le membre amputé du maître, ajustant soigneusement les fils. Puis il invoqua les grandes calamités de la terre et du ciel, priant pour que la protection des ceintures divines se manifeste et que rien ne puisse blesser les dieux comme les démons. À cet instant, une main jaillit du moignon du maître et agrippa la poupée. L'esprit maléfique fit surgir plusieurs autres mains, toutes attirées par le pantin. Mokindan hurla de plus belle, ses yeux à présent empreints d'un éclat bleuté, tandis que son poing broyait la figurine. Le vieux psalmodia encore, répétant que les ceintures divines restaient inviolables. Il s'interrompit en constatant que forcer davantage libérerait complètement l'esprit maléfique. Il craignait que Jeong ne l'écoute pas, se demandant comment agir. Soudain, il eut une inspiration et proposa au jeune maître de restreindre l'esprit, glissant l'idée qu'il valait mieux éloigner Go-chan pour ne pas altérer le processus. Le garde, comprenant qu'il n'était pas le bienvenu, sortit alors, laissant Jeong seul avec le chaman. Celui-ci reprit sa litanie, espérant que les effets du rituel se manifesteraient rapidement, puis il imposa à l'entité de répondre à ses questions. Une voix grave émana du corps de Mokindan, invitant le chaman à préciser ce qu'il voulait savoir. Tout à coup, cette voix laissa échapper la localisation tant désirée. Le manuel secret et le sceau se trouveraient dans le sous-sol du salon médical, derrière une porte de pierre. Dans la foulée, Mokindan écrasa la poupée et laissa s'échapper de multiples mains qui tentèrent de reprendre possession de son corps. Le chaman cria à Jeong de sectionner la corde pour empêcher l'emprise totale de l'esprit sur le maître. Jeong s'exécuta, mais les mains atterrirent aussitôt à ses pieds et s'enroulèrent autour de ses jambes, l'immobilisant. Il jeta un regard affolé vers le vieux chaman qui arborait soudain un air satisfait, preuve qu'il avait manigancé ce piège à dessein. Les multiples mains asservirent Jeong, ne laissant que ses yeux apparents. L'esprit maléfique, fort de sa soif de destruction, considérait qu'il serait aisé de s'échapper à présent, se sentant libéré de toute contrainte. Le chaman, satisfait, estima qu'il avait accompli la volonté de ceux qui l'avaient employé et s'était débarrassé d'un gêneur. Les yeux de Jeong se baissèrent, comme s'il plongeait dans une profonde introspection. L'entité rugit, lui reprochant d'avoir tenté de la tromper en utilisant une marionnette, promettant de ne jamais pardonner cet affront. Jeong demeura statique, apparemment sans résistance, alors que l'esprit se réjouissait d'un hôte si jeune et voulut s'emparer de son corps à la place de celui du maître blessé. Il envisageait de garder Jeong prisonnier à jamais dans son esprit, le forçant à dormir indéfiniment. Jeong se trouvait au milieu de la forêt où des rayons de soleil atteignaient encore les interstices entre les feuilles des grands arbres. Devant lui, un ruisseau et le doux son de l'eau résonnaient, tandis que ses pieds nus ressentaient la fraîcheur de l'herbe. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui s'était passé, et reconnut que ce n'était pas l'abreuvoir qu'il visitait habituellement. Tout semblait réel. Le fort chant des oiseaux résonnait. C'était une montagne paisible et il connaissait bien cet endroit. En observant tout autour de lui,
Sa pensée décrivait chaque détail. C'était le lieu qu'il fréquentait, et il ne serait pas capable de l'oublier, même s'il le souhaitait. Il prit un peu d'eau du ruisseau et commença à marcher, encore étourdi. Bien qu'il sache où il était, tout semblait un peu étrange, ce jour-là. Il se demandait quel était ce sentiment étrange, et il semblait oublier quelque chose. En levant les yeux, il vit une grande fumée d'incendie. Alarmé, il reconnut la direction de sa maison. Immédiatement, il laissa tomber le seau d'eau et cria « Grand-père !» Il se mit à courir, même fatigué, continuant à courir désespérément, suppliant dans son esprit « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» À son arrivée, la fumée noire enveloppait déjà tout l'endroit, marqué par les étincelles du feu. Il s'arrêta alors un instant et, incrédule, vit son grand-père coupé en deux, allongé sur le sol. En s'approchant, il le prit dans ses bras, criant « Réveille-toi, réveille-toi, grand-père !» Ses yeux s'écarquillèrent, de rage devant son impuissance à inverser ce moment tragique, et il commença à se demander qui aurait pu faire cela. En un bref instant, il comprit qu'il ne pouvait pas le laisser là, car il avait enfin compris l'importance de son grand-père. À ce moment, tenant les restes de son grand-père dans ses bras, cette scène poignante était observée par une sorte d'énergie sombre qui prenait l'apparence d'un être maléfique, situé derrière Jeong. Ce dernier entendit une voix lui dire que c'était bien cela qu'il désirait. La divinité concentra son pouvoir dans ses mains et l'étendit vers notre protagoniste, qui commença à être enveloppé par elle. Cette présence malveillante commença à pénétrer ses oreilles, puis ses yeux. Mais Jeong fut surpris par une autre voix, très semblable à celle de son grand-père, lui demandant ce qu'il faisait là, et pourquoi il n'aidait pas ce vieil homme. C'était vraiment son grand-père qui parlait, passant devant lui. Ému, Jeong n'en croyait pas ses yeux de le revoir et se demandait ce qui se passait. Cet esprit obscurcissait encore plus sa vision de la réalité, et Jeong se mit à courir pour embrasser son grand-père. Surpris, ce dernier lui dit que ce vieil homme allait tomber, et lui demanda pourquoi il agissait ainsi soudainement. Jeong promettait à lui-même de ne pas le perdre à nouveau, car il était la seule raison pour laquelle il était encore en vie, alors qu'il aurait dû mourir. Pendant cette embrassade, une larme se forma dans l'œil de Jeong, exposant toute la vulnérabilité de notre protagoniste. L'esprit riait, satisfait de ce souvenir dénaturé, en disant que c'était cela, le passé cher, les souvenirs précieux perdus, et l'amour, le bonheur infini. Il exhortait Jeong à rester avec son grand-père pour toujours. Les deux se trouvaient, là, discutant et ramassant les choses qu'ils avaient fait tomber dans l'embrassade. Jeong demanda à son grand-père pourquoi il lui avait donné le nom du personnage. La divinité se rapprocha encore plus de notre protagoniste, distillant son venin sur lui, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que notre protagoniste l'avait aperçu du coin de l'œil. À ce moment précis, l'esprit fut surpris, mais avant de pouvoir réagir, Jeong le saisit fermement par le visage, l'éloignant, et déclara qu'il se rappelait maintenant de quelque chose de désagréable grâce à cette divinité. Cette dernière ne comprenait pas comment Jeong pouvait la voir. Plus en colère encore, notre protagoniste la maintenait par le visage, continuant à dire que c'était vraiment irritant de jouer avec son grand-père décédé. Il ajouta que la divinité avait mal compris quelque chose. Serrant les dents, il révéla que ses désirs de bonheur ou de vengeance auraient dû être mieux montrés, au lieu de ramener son grand-père à la vie. Il aurait dû être laissé pour qu'il puisse déchirer le salaud qui avait tué son grand-père. La divinité se justifia en disant que tout cela était infiltré dans sa conscience, mais que c'était un désir primordial dangereux, un sentiment de pure intention de mort que même un esprit des morts éviterait. En voyant le visage de Jeong rempli de soif de vengeance, la divinité se demanda comment cela était possible. C'était quelque chose qu'un simple gamin ne pouvait avoir. Pourtant, une force mystérieuse sembla contrecarrer cette intention homicide. L'esprit, intrigué, se demanda ce qui tentait de le renverser. L'écho lointain du grand-père de Jeong résonna alors dans la tête du jeune homme, rappelant qu'il portait un nom choisi pour le guider sur la voie de la justice et de la bonté. Alors qu'il repensait à ces mots, Jeong asséna un coup mental qui fit chuter la funeste divinité, la privant d'une partie de son masque. Terrifié, l'esprit tenta de fuir plus profondément dans la conscience de Jeong, espérant y établir son contrôle. Il courut, faux en main, sur un vaste champ florissant qui s'étendait à perte de vue. Il remarqua une porte scellée, pensant qu'elle renfermait les souvenirs de Jeong, et voulut l'ouvrir sans réfléchir, pour prendre possession de son subconscient. Mais dès que l'entité effleura la porte, tout se brouilla. Une ombre obscure apparut,
recouvrant progressivement chaque parcelle de ce paysage intérieur. En baissant les yeux, l'esprit s'aperçut qu'il disparaissait dans cette noirceur. Paniqué, il hurla à Zhang d'arrêter, craignant d'être dévoré, mais l'inéluctable se produisit. Le gouffre béant, prenant la forme de la bouche de Zhang, engloutit l'esprit maléfique sans laisser la moindre échappatoire. Zhang ouvrit alors les yeux, comme émergeant d'un long songe, tandis qu'une énergie sombre et instable s'agitait autour de lui. Le chaman, sur le point de quitter la pièce, remarqua l'étrange phénomène et pivota pour découvrir l'incroyable réalité. Zhang venait de se libérer et ôtait désormais le sceau collé à son front. Debout, il laissait pendre autour de lui des filaments d'ombre. Son regard, d'une intensité dérangeante, fixait le vieux chaman, tandis qu'une épaisse fumée obscure se formait dans son dos, prenant l'aspect d'une silhouette humaine. Zhang le regarda comme s'il pouvait tout transmettre par le seul échange de leurs regards, ce qui, mon Dieu, le faisait réellement trembler. Devant lui, cette énergie se matérialisait en une divinité plus imposante encore, qui s'inclina et se présenta comme le monge démoniaco. À l'extérieur de l'une des propriétés de la famille Mok, un homme du nom de Yang Mongjin était assis, l'air légèrement déçu, tout en pensant au maître de la Mansao, Mok Indan. Pour lui, ce maître demeurait un véritable héros, et Yang Mongjin l'admirait depuis toujours, persuadé qu'il ne se trompait jamais. Leur lien remontait à 19 ans, quand ils avaient uni leurs forces pour soumettre des pirates. À l'époque, Yang Mongjin était déjà un artiste martial réputé dans la région, et ils avaient collaboré efficacement. Plus tard, l'homme devint le maître de la Mansao internat et jura fidélité. Le poids de ses souvenirs enveloppait Yang Mongjin, qui respirait péniblement en scrutant le ciel, se demandant comment tout cela avait pu en arriver là. La silhouette de Lady Seok, la première épouse, s'imposait dans son esprit, tandis qu'il se demandait s'il était crédible de penser qu'une simple enfant inférieure pourrait un jour s'approprier la direction de la Mansao da Espada Mok, et s'il s'agissait réellement de préserver l'avenir de cet héritage. Il se remémorait sa rencontre avec Lady Seok, qui lui avait révélé son dessein de localiser à la fois le sceau et le manuel secret, exigeant qu'il reste à distance jusqu'à ce que le chaman trouve ses objets. Son esprit était en ébullition, oscillant entre la volonté de croire que tout avait été fait pour la paix de la Mansao Mok et la sensation d'en être profondément troublé. Il était convaincu que le chaman n'était qu'un charlatan, supposant qu'il allait user d'un quelconque remède pour faire pression sur le seigneur de la Mansao. Alors, Yang Mongjin se releva, se déclarant incapable de rester les bras croisés face à une telle tromperie, qui allait à l'encontre de son serment de fidélité. Il prit aussitôt la direction du bâtiment principal, résolu à jeter rapidement un œil avant de revenir. Pendant ce temps, le vieux chaman se trouvait dans une situation désespérée. Son visage était crispé par la tension, conscient que l'esprit vengeur auquel il faisait face n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait clairement d'un esprit maléfique de haut niveau. Zhang lui souriait en parlant du « monge démoniaco », puis montrait le vieil homme du doigt en ordonnant à la divinité d'aller le tuer. L'entité se mit immédiatement en mouvement. Le chaman, qui disposait encore de quelques tours dans son sac, fit de son mieux pour rester concentré malgré la peur, murmurant le mot « confrontation » et adoptant une posture de jutsu. Une lueur dorée jaillit de ses mains, formant une barrière qui le sépara un bref instant de la créature. En voyant que Zhang contrôlait l'esprit maléfique, le chaman se sentit envahi par la terreur. La divinité s'approchait à une vitesse folle, et sa main énorme le frôlait presque. À son contact, le vieux fut projeté avec violence en arrière. Malgré cela, il se redressa, fixant l'être démoniaque qui laissait échapper un ricanement sinistre, exhibant une série de dents acérées, prêt à le harceler à nouveau. Près du chaman, quelques katanas étaient disposés, et, poussé par la panique, il se précipita pour les saisir, dans l'espoir de trouver un moyen de défense. Cependant, en se retournant, il fit de nouveau face à la créature et se sentit complètement acculé, répétant intérieurement qu'il ne fallait pas qu'elle s'approche davantage. L'être poussa un rugissement terrifiant, la bouche hérissée de crocs, avec un regard chargé de haine pure. Plusieurs mains commencèrent à émerger de sa bouche, composant une scène macabre qui écrasait le moral déjà vacillant du vieux chaman. Bien qu'il fût sous l'emprise de la peur, ce dernier ne recula pas et s'efforça de se défendre contre la multitude de mains qui l'encerclaient, mais en vain. La créature l'attirait déjà vers l'intérieur, prête à le dévorer, tandis qu'il suppliait désespérément qu'on le sauve et clamait ne pas vouloir mourir, promettant de tout faire s'il le fallait. Les bras tendus vers Zhang, il implorait encore de l'aide,
Mais le protagoniste, les bras croisés, sans la moindre compassion, rétorqua qu'il n'en avait nul besoin. Le chaman n'eut alors d'autre choix que de demander s'il s'agissait d'une punition parce qu'il avait tenté de tromper Jong. Ce dernier répondit négativement, assurant que la raison était tout autre. Puis, il se pencha vers le vieux, lui rappelant qu'il n'avait pas retrouvé le sceau ni le manuel secret. Tandis que la divinité démoniaque emportait le malheureux chaman, celui-ci, les doigts en sang et les ongles raclant le sol, saisissait que Jong avait tout prémédité depuis le début. Les mains du monge démoniaco agrippèrent chaque partie de son corps, ne laissant plus que le visage à l'extérieur, lentement englouti dans une scène insoutenable. Ses yeux, emplis de larmes, comprenaient qu'il n'y aurait aucune échappatoire. L'horreur finale l'attendait au bout du chemin, car la mort était inéluctable. Un peu plus tard, Jong ouvrit la porte et appela son garde, lui disant d'entrer. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, Go-chan découvrit un spectacle terrifiant. Le corps du vieux chaman gisait là, inerte, comme vidé de toute force vitale, privé d'âme. Go-chan voulut savoir si le vieillard était réellement mort, mais Jong proposa de reporter les questions à plus tard, lui demandant simplement de porter le cadavre, tout en saisissant une katana. Déstabilisé, le garde hésitait sur la conduite à tenir, alors que Jeong se mettait à fracasser tout ce qui se trouvait dans la chambre, justifiant qu'il allait faire croire que le chaman, devenu fou, avait tenté d'attaquer et même de couper le bras du seigneur de la mansão, si bien qu'ils avaient dû intervenir. Go-chan écouta en silence, tenant le cadavre par le bras. Puis, il s'enquit des intentions de Jeong, lui demandant s'il souhaitait dissimuler la vérité. Jong répliqua en se demandant si le garde trouvait cela problématique. Go-chan, plus réfléchi, doutait que n'importe qui accepterait une telle explication. Il laissa échapper que Lady Seok n'était pas si facile à tromper, et qu'elle ne se contenterait pas d'une histoire bancale, redoutant qu'une mauvaise tentative de dissimulation n'éveille des soupçons. Dans ces circonstances, Jong comprenait que Lady Seok n'accorderait jamais foi à une justification bancale. Le garde insista, soulignant que même si le chaman avait perdu la raison et qu'il l'avait maîtrisé, la personne qui avait engagé ce chaman ne goberait pas une excuse sans la remettre en question. Jong, pensif, posa sa main sur son menton, songea brièvement, puis estima qu'il fallait crédibiliser les faits. Il approcha l'épée de lui-même en déclarant qu'il ferait comme il l'entendait, et s'enfonça la lame dans le corps. Arborant un sourire cruel, il annonça que le chaman avait bel et bien mutilé le seigneur de la mansão et tenté de tuer son fils. Go-chan ne put contenir sa stupéfaction, tandis que Jong laissait tomber l'épée, affichant une étonnante insensibilité à la douleur. Le jeune homme l'interrogea sur l'aspect plus convaincant de la situation désormais. Go-chan, réalisant le degré de détermination de Jong, comprit qu'il était prêt à tout, y compris à se blesser, pour enterrer la vérité. Devant l'hémorragie, Go-chan voulut stopper le saignement. Mais Jong insista pour le laisser ainsi, argumentant que son teint blafard rendrait la scène plus plausible. Confronté à cette démonstration effarante, Go-chan saisit qu'il valait mieux ne pas devenir l'ennemi de Jong. Toutefois, Yang Monging, qui s'avançait dans les appartements du maître de la mansão, fut témoin de cette scène. Le garde, paniqué, l'appela en s'exclamant qu'il s'agissait du maître de la mansão internat. Yang Mongin, les yeux écarquillés, constata ce qui venait de se produire. Son regard se posa aussitôt sur le maître de la mansão et le vieux chaman, et, dans un élan de colère, il hurla pour savoir quelle atrocité ils avaient commise. Au même instant, Go-chan essaya de s'expliquer en évoquant un quiproquo, tandis que Jong, se montrant plus fourbe que jamais, jouait l'homme aussi affolé que le garde. Il se redressa, le visage maculé de sang, en semblant regretter de ne pas être allé vérifier l'état du maître de la mansão plus tôt, puis s'écroula dramatiquement, renversant même le support qui le maintenait assis. Sous l'emprise de la rage, Yang Mongjin se tourna vers Go-chan et voulut comprendre ce qui s'était passé, réclamant des explications au sujet de l'état du troisième jeune maître. Le garde, en panique, remarqua alors le ricanement discret de Jong, devinant aussitôt qu'il simulait. Il inspira un grand coup et comprit que ce jeune homme feignait d'être inconscient. Dans le salon médicinal de la Mansão da Espada Mok, rempli de remèdes et d'herbes variées sous une faible lumière, Jong était allongé sur un lit, la jambe bandée, et respirait un parfum apaisant. Son esprit, toutefois, restait focalisé sur l'endroit précis qu'il voulait explorer dans le sous-sol, derrière des portes de pierre. Il se rappelait les confidences du maître, jugeant qu'il s'agissait d'une opportunité en or. Il prévoyait donc de s'y rendre la nuit suivante, puisque l'endroit grouillait de monde pendant la journée.
Go-chan fit alors irruption dans la chambre, l'air exténué et la main bandée. Voyant Jong se redresser, il s'excusa de son retard. Il sortit de son kimono quelques ouvrages ayant appartenu au chaman et les présenta au protagoniste. Jong voulut savoir s'il n'y en avait que 2, et Go-chan expliqua qu'il avait tout juste réussi à récupérer ses livres avant qu'ils ne soient tous brûlés, pour effacer les preuves. Saisi de curiosité, Jong lut intérieurement les titres, Sommaire du maître Chu, livre original de l'école Yin-Yang et le premier tome de l'anomalie, se demandant s'ils étaient les seuls ouvrages restants. Il adressa un sourire à Go-chan, le félicitant d'avoir agi de façon avisée, même si un air intrigué se lisait sur son propre visage. Percevant cela, Go-chan demanda pourquoi Jong s'intéressait soudain à de telles lectures. Jong montra alors la fenêtre d'un cygne et interrogea le garde sur ce qu'il y voyait. Go-chan se pencha et répondit qu'il ne distinguait que la nuit. Toutefois, une divinité, dorénavant liée à Jong, le surveillait au loin. Le jeune homme voulait comprendre la nature exacte de cette entité. Mais ils furent interrompus par une voix extérieure qui s'étonnait de ne percevoir que 2 personnes, alors que plusieurs cris retentissaient au dehors, indiquant que madame insistait pour entrer. L'homme qui se trouvait là répétait que le jeune maître récupérait encore, mais l'ordre se fit impérieux et un « sort » catégorique retentit. Lady Seok pénétra donc dans les appartements de Jong, avec un regard de mépris total. Elle le toisa, l'informant qu'ils allèrent devoir discuter. Celui qui se faisait passer pour le 3e jeune maître de la Mansao da Espada Mok ne dissimulait pas son absence d'empressement, même si son visage laissait transparaître qu'il rêvait de la faire disparaître sur le champ. Go-chan s'inclina pour saluer la première dame, tandis que Jong la fixait d'un air maussade, se demandant intérieurement si elle était bien la Lady Seok en question. Il se souvenait des mises en garde de son garde Cam, qu'il avait décrite comme une menace à prendre bien plus au sérieux que le premier fils, car c'était une pratiquante martiale de premier ordre. Suivant l'exemple de Go-chan, Jong la salua à son tour, tout en s'excusant de ne pas se lever, son état de santé ne lui permettant pas de le faire. Go-chan, tendu, redoutait que cette politesse ne suscite la méfiance de Lady Seok, mais, au moins, Jong avait agi comme il convenait. La première dame, toutefois, rétorqua sèchement qu'elle ne venait pas pour des formules de politesse. Le protagoniste, un brin déconcerté, la vit alors lever son éventail et l'abattre sur sa jambe blessée, éclaboussant le sang alentour et le laissant, ainsi que le garde, sans voix. Il eut un sursaut de douleur, s'exclamant intérieurement qu'il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Sur le champ, l'une des suivantes de Lady Seok tira son épée et, lorsque Go-chan voulut se rapprocher de Jong pour évaluer la blessure, la lame froide frôla sa gorge. D'une voix inflexible, la subordonnée lui recommanda de ne pas bouger. Lady Seok laissa alors entendre d'un ton moqueur qu'il semblait être réellement blessé et que cela devait être difficile à supporter. Toute la pièce devint oppressante et l'attitude de Lady Seok se fit plus sadique, convaincue que Jong mentait. Elle s'approcha et déclara qu'il avait dû se faire mal pour renforcer la crédibilité de son histoire devant le maître de la Mansao internat, mais qu'il avait omis un détail essentiel. Un chaman de bon niveau ne se laisserait jamais posséder durant un rituel. Jong, pris de court, resta silencieux un moment, tandis que Lady Seok riait d'un rire sonore, certaine qu'il était impossible de la tromper à l'aide d'un prétexte aussi mauvais qu'un chaman ayant subitement perdu l'esprit. Toutefois, son hilarité se mua en rage, et elle l'assaillit à nouveau avec l'éventail, le heurtant suffisamment fort pour le faire culbuter sur le côté. Fou de douleur, le jeune homme tomba du lit. Go-chan, catastrophé, ne put ni parler ni intervenir pour la retenir. Lady Seok, inflexible, indiqua qu'elle ne répéterait pas cet avertissement et souhaita savoir ce qu'il avait vu ou entendu. Jong, recroquevillé au sol, le corps meurtri, restait plongé dans un silence dramatique. Cependant, cela ne semblait pas l'atteindre, car il afficha soudain un large sourire et éclata d'un rire incontrôlé, au point de dérouter tous les témoins. Il poursuivit son rire, révélant une folie sanguinaire qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Lady Seok le crut devenu fou, ignorant qu'en réalité, Jong était trop sûr de lui pour la craindre, et lui prouvait qu'elle s'attaquait à la mauvaise personne. Il finit par calmer son accès de rire, conserva ce rictus narquois, et la désigna en prononçant le nom de Monge Demoniaco. À cet instant précis, l'entité qui l'accompagnait traversa le corps de Lady Seok, déclenchant une bourrasque soudaine qui fit voler ses foulards. Confuse, elle scruta les alentours pour tenter de comprendre ce qui venait de se produire, avant de réaliser qu'une de ses subordonnées était comme suspendue en l'air, l'énergie vitale aspirée par la créature invisible. Il avança de quelques pas,
assurant qu'elle pouvait le croire ou non, et que cela ne dépendait que d'elle. Cependant, il précisa qu'il n'ambitionnait pas de devenir maître de la Mansaon, et ajouta que le fils de Lady Seok n'était pas seul à convoiter ce titre. Il s'approcha d'un air dément, la faisant trembler de toutes ses forces, et affirma que, puisqu'elle l'avait menacé de cette manière, il se verrait dans l'obligation de rendre visite à son deuxième frère. Lady Seok changea de visage en entendant chacune de ces révélations, comme si elle prenait part à un duel psychologique. Jong renchérit en évoquant le plus jeune fils, talentueux en arts martiaux, et en laissant entendre qu'il offrirait volontiers le manuel secret comme gage de pardon, compte tenu de ses mauvaises relations passées avec ce dernier. Ces mots irritèrent Lady Seok, ulcérée d'observer l'étendue des capacités de Jong. Il tourna alors les talons, lui rappelant que la supériorité n'était pas de son côté. Sous le coup de la rage, elle s'affala au sol, fulminant tandis qu'il s'éloignait en lui souhaitant de bien prendre soin d'elle. Dans le salon de la fleur bénie, où Lady Seok résidait, des bruits confus se faisaient entendre à l'extérieur. Furieuse, elle envoya valser meubles et objets contre les murs, faisant un vacarme considérable sous l'effet de la colère que lui inspirait ce jeune homme si audacieux. Elle ne cessait de répéter, en proie à l'hystérie, qu'il osait agir ainsi. L'une de ses subordonnées tenta vainement de la raisonner, mais Lady Seok lui lança d'arrêter de lui demander de se calmer et déclara qu'un idiot profitait de ses efforts. Elle porta alors les mains à son front, songeant à sa propre négligence pour avoir cru qu'il était trop stupide pour réagir de la sorte. Elle ne comprenait pas comment un tel retournement de situation avait pu se produire, au point de soupçonner qu'il était devenu quelqu'un d'autre. Elle se remémora sa prime jeunesse, à l'époque où on louait l'intelligence de Jong, puis se rappela que, après la mort de sa mère, la famille maternelle avait perdu toute influence. Peut-être avait-il changé pour survivre. Quoi qu'il en fût, Lady Seok s'en voulait d'avoir baissé sa garde. La subordonnée, persuadée qu'il fallait mettre un terme à ce danger, déclara qu'elle s'occuperait elle-même de Jong avant qu'il ne commette l'irréparable. Encouragée, Lady Seok l'incita à le faire, préférant cette solution au risque de voir le manuel tomber entre d'autres mains. Elle était au bord d'une impasse, mais trouva la force de fermer les yeux et de jurer qu'elle ne le laisserait pas la manipuler. Lorsqu'elle les rouvrit, elle semblait avoir pris une décision irrévocable. Elle ordonna alors à son subordonné d'informer le pavillon du Phénix au sujet de la mort du chaman Myosin. En prononçant le nom de cette organisation chamanique à laquelle Myosin appartenait, un grondement de tonnerre résonna, accentuant encore l'atmosphère dramatique. Son plan était prêt, et, selon elle, Mokindan n'aurait pas l'avenir que Jeong avait prévu. Dans la quiétude du salon médicinal, au cœur de la nuit, une faible lumière émanait d'une étagère où Jeong, ce psychopathe, était assis en train de lire le sommaire du maître Chu, livre original de l'école Yin-Yang. Il parcourait un passage expliquant que lorsqu'une personne meurt avec trop de rancœur, elle peut se muer en un esprit maléfique dont la puissance varie selon divers facteurs. Feuilletant d'autres pages, il considéra ces informations comme particulièrement fascinantes. Il tomba ensuite sur une partie décrivant des catégories d'esprit. Le premier, classé rouge, se liait à un lieu précis, possédant des capacités limitées et pouvant tout au plus provoquer des frissons chez ses victimes. Le deuxième, qualifié d'orange, prenait possession d'un corps humain et causait fatigue, léthargie ou maladie. Le troisième, désigné par la couleur jaune, représentait une menace plus grave, capable de tuer, au point qu'on devait impérativement l'exorciser. En jetant un œil sur le côté, Jeong aperçut le monge démoniaco, son allié, en train de traverser un portail. Il se demanda si ce dernier relevait de l'esprit jaune ou non. Fouillant dans de petits tiroirs, il cherchait des feuilles séchées et se souvenait que le monge n'avait eu aucun effet sur Lady Seok, l'obligeant à se déplacer en personne, alors qu'avec Go-chan, tout avait fonctionné à merveille. Il se dit que, comme Lady Seok était une artiste martiale d'élite, ce type d'esprit n'avait peut-être pas d'emprise sur elle. Il reprit sa lecture, estimant qu'il lui serait fort utile de mettre la main sur un esprit encore plus puissant. Le livre mentionnait alors l'esprit vert, qui, existant depuis plusieurs décennies, modifiait l'environnement et causait des hallucinations, une entité extrêmement dangereuse à exorciser absolument. Jong referma le livre avec force et, tenant une lanterne, se dirigea vers la porte qui s'ouvrait. Il était prêt à chercher le manuel secret et le sceau. Il suivit un passage qui le menait de plus en plus profondément dans le sous-sol, où l'éclairage était précaire. Il se demanda alors s'ils avaient creusé aussi profondément uniquement pour dissimuler un manuel secret et un sceau, concluant qu'il devait s'agir d'un trésor important, recherché par tous pour une raison évidente.
De plus, Young savait qu'il avait besoin d'un atout, surtout parce que les pouvoirs du monge démoniaco ne fonctionnaient pas sur Cam, ce qui le plaçait en désavantage. Au bout du tunnel, il distingua une grande porte et, en l'ouvrant, le grincement des charnières résonna, unique bruit dans ce lieu silencieux. Devant lui, il y avait 4 portes fermées. Il se souvint de la voix de l'esprit qui avait évoqué le salon médicinal ainsi que ses 4 portes. Il décida de commencer par la 4e porte de pierre. En l'ouvrant, il découvrit un sentier encore plus profond et se demanda s'il était vraiment indispensable d'aller aussi loin. En avançant, il marcha sur un plancher factice, déclenchant un piège. Au-dessus de lui, une énorme pierre, retenue par une corde, tomba aussitôt dans sa direction. Jong bondit, laissant ce rocher fracasser le sol. Notre protagoniste ne prévoyait pas de découvrir autant de dispositifs mortels. Il atterrit sur la pierre pour se détourner d'autres, plus petites, qui surgirent tout autour. Puis, il remarqua des faisceaux de lumière croître et révéler une salve de flèches se dirigeant vers lui. Les premières se plantèrent dans la roche, mais d'autres l'obligèrent à esquiver sans relâche, l'une manquant de peu sa cible, et l'incitant à utiliser la lanterne comme bouclier. Les pièges ne faiblissaient pas, confirmant leur caractère redoutable. Dès qu'il en évitait un énorme tronc fusait vers lui. Jong se tint prêt à l'esquiver et courut jusqu'à l'extrémité du couloir, pénétrant dans une caverne pleine de dangers. Il se demanda alors si ce manuel secret avait réellement une valeur inestimable ou s'il dissimulait autre chose, tandis que le tronc percutait la paroi avec fracas, projetant des débris de toutes parts. Peu après, Jong se trouva sous une pluie d'armes acérées, prêtes à l'anéantir. Loin d'être déstabilisé, il sentit au contraire sa curiosité s'éveiller davantage face à tant de pièges, et l'idée de découvrir ce qui se trouvait au bout de ce chemin le galvanisait. En atterrissant et en se libérant de ces obstacles, il éprouva un bref soulagement d'avoir laissé ses épreuves derrière lui. Il ôta la poignée de la lanterne de sa bouche et, en voyant ce qui l'attendait plus loin, poussa un « Oh !» surpris. Devant lui, une structure en bois, semblable à un salon, se dressait en plein sous-sol, élément inattendu à une telle profondeur. Tout paraissait asymétrique et, en dirigeant le faisceau de sa lanterne, il distingua des cahiers, des assiettes, ainsi qu'une autre lanterne, laissant supposer qu'il s'agissait d'un lieu habité ou d'une salle d'entraînement. En observant les environs, il aperçut un autel et commença à gravir les marches pour s'en approcher. Sur l'autel, une boîte mystérieuse attira son attention. Lorsqu'il l'ouvrit, Jong écarquilla les yeux, stupéfait par ce qu'il découvrit à l'intérieur. 2 ouvrages, Détermination Adamantina, en des techniques de transformation de l'épée du cœur. Il se remémora que Gochan avait mentionné que le manuel secret était scindé en 2, une technique d'épée et une autre de cultivation. Sans hésiter, il rangea ses manuels dans ses vêtements, bien décidé à les emporter. Cependant, un détail l'intriguait. Il trouvait étrange que ces 2 manuels soient les seules choses renfermées dans un édifice aussi colossal. Il examina alors les lieux jusqu'à découvrir un coffre, convaincu qu'il dissimulait quelque chose. L'aspect lourd et inutilisable de ce coffre, ainsi que les marques montrant qu'on l'avait traîné jusque-là, renforçaient sa certitude. Avec détermination, Jeong le poussa, sûr d'y trouver un secret. En le déplaçant, il mit au jour un plancher factice, scellé par 4 seaux disposés au sol. Il l'ouvrit avec hâte et découvrit un autre refuge, où l'attendait une boîte en bois verrouillée par des talismans dégageant une énergie surnaturelle. Jong avança prudemment, rompant le premier seau et se demandant si l'on avait voulu cacher autre chose que ses manuels secrets. À l'instant où il souleva le couvercle, la lanterne s'éteignit. Il se pencha vers l'intérieur de la boîte, le regard agrandi par la stupéfaction. Une lumière ténue, provenant du couvercle entrouvert, révélait un livre relié de cuir, dégageant une aura sinistre comme s'il était façonné dans de la peau humaine. Jong en ressentit un étrange attrait, une fascination malsaine qui semblait nourrir sa part d'ombre. La scène bascula alors vers un climat festif, les tambours résonnant à pleins échos, et les flûtes rehaussant une ambiance de joie. Au centre, Mok Eum-pong dansait avec entrain, invitant les tambours à redoubler d'intensité. Il souriait, estimant que c'était ainsi que les choses devaient se dérouler. Puis s'approcha de la porte pour respirer un instant, ému par le bonheur ambiant. Même le salon principal de la Mansound à Espada Mok apparaissait plus éclatant ce jour-là, et la raison était limpide. Eum-pong était persuadé de se rapprocher du titre de maître de la Mansound. Il affichait un sourire satisfait en fixant un garde mystérieux,
conscient que tout ce triomphe n'était possible que parce que cet homme avait choisi de le soutenir. En se retournant pour l'enlacer, il reconnut Cam, le même garde. Cam joignit les mains en signe de salut pour honorer le deuxième jeune maître. Pong lui présenta des excuses, regrettant de l'avoir fait attendre si tard, mais il tenait à préparer un banquet de bienvenue encore plus raffiné. Il expliqua que son père n'était pas enchanté par toute cette agitation, tandis que Cam considérait ce traitement privilégié comme un grand honneur. Sur ce, Pong l'invita à entrer, satisfait de constater que la situation évoluait à son avantage. En avançant dans la demeure, quelques personnes poursuivaient leur rythme sur les tambours. Le deuxième jeune maître, confiant, fit allusion à la perte des aptitudes martiales de Mok Gyong-woon, allant jusqu'à le qualifier de salaud. Cam repensa aux événements entourant le véritable héritier, encore incapable de manier les arts martiaux, si bien que ce n'était pas un mensonge de dire que Mok Gyong-woon avait effectivement perdu ses capacités. Par ailleurs, Cam n'envisageait pas de révéler que le jeune maître était un imposteur, craignant qu'on ne découvre son échec à protéger l'authentique héritier. Il jugeait plus sûr de dissimuler la vérité et estima que cet accord lui procurerait une échappatoire. Il se contenta donc de confirmer que Mok Gyong-woon ne pouvait pas user des arts martiaux pour l'instant, arborant un sourire calculateur à l'idée de capturer Jong et de prouver ainsi sa loyauté au deuxième fils. Pong s'amusait de cette situation, déclarant que Mok Gyong-woon, déjà inutile, verrait sa défaite assurée s'il ne disposait plus de ses techniques martiales. Satisfait, il esquissa un rictus que tout le monde remarqua, insistant sur sa chance d'avoir désormais Cam à ses côtés. Enfin, il formula la question qui le taraudait et, d'un ton curieux, demanda « Je me demandais, tu ne peux pas me dire la raison exacte pour laquelle il a perdu ses compétences ?» Ils se rendirent ensuite dans un espace aménagé, où Pong put s'asseoir. Devant le silence embarrassé de Cam, le jeune maître conclut qu'il assumerait la responsabilité si cette perte de compétences était de sa faute, considérant qu'une erreur demeure pardonnable. Toutefois, Cam s'excusa de ne pas vouloir tout révéler, estimant que l'information, si elle se propageait, lui porterait préjudice. Il l'assura cependant que cela ne le gênerait pas, même sans connaître la raison véritable. Bien qu'il nourrit quelques soupçons de trahison, Pong préféra lui accorder sa confiance, conscient que Cam ne se limitait pas à un simple garde. En même temps, un sourire narquois s'ébaucha en songeant à l'ex-assassin de ce palais, qu'il traita mentalement de « salaud ». Cependant, son expression ne montra aucune amabilité, et le jeune maître, intrigué, lui demanda d'un ton brusque ce qui le troublait. Cam demeura muet, le considérant perspicace, mais toujours enfantin. Le deuxième maître, persuadé d'avoir mis le doigt sur la faiblesse de Cam, voulut savoir si ce silence aussi constituait un secret, si bien que Cam, déstabilisé, se mit à bégayer. Finalement, Pong affirma qu'il ferait appel à lui lorsqu'il en aurait besoin et lui ordonna de se retirer, l'air satisfait. Le deuxième jeune maître observait Cam se retirer du local par la fenêtre et spéculait ensuite avec ses autres gardes que Cam cachait quelque chose. Il pensa que le troisième devait avoir un plan. Se tournant vers son garde nommé Cho-il Sang, il lui demanda de vérifier, l'instruisant de voir si Cam cachait quelque chose, si son frère avait vraiment perdu ses capacités. Il était certain qu'il pourrait le découvrir, car il approchait du sommet de son art. Il souhaitait être sûr de devoir seulement enquêter ou de devoir faire autre chose, mais le deuxième jeune maître répondit malicieusement qu'il serait plus amusant de lui briser une cheville ou quelque chose de ce genre en chemin. Pendant ce temps, notre protagoniste tenait toujours ce livre à couverture dorée, fait de peau et avec l'apparence d'une ancienne relique. Jong gardait entre ses mains ce livre recouvert d'une couverture dorée et arborant un aspect sinistre, comme s'il avait été façonné dans de la peau humaine. En le frôlant du bout des doigts, il croyait percevoir une pulsation, mais comprenait qu'il s'agissait plutôt d'une froideur macabre. Il sentait un attrait sombre, presque un appel macabre lié à la mort, loin de l'intimider et le poussant au contraire à en vouloir davantage. Son regard s'était rivé sur le volume, fasciné. Bien sûr, notre protagoniste ne comprenait pas encore pourquoi le monge démoniaco tremblait ainsi, en apercevant l'ouvrage, ni la raison de sa sueur froide. Jong supposa seulement que ce livre recélait un pouvoir extraordinaire, suffisamment redoutable pour impressionner cette entité. Il choisit alors de le ranger dans la boîte, convaincu que la présence du monge démoniaco signalait celle d'un intrus. En levant les yeux, il perçut des bruits prouvant qu'il n'était pas seul. L'action se déplaça ensuite vers le grand salon, là même où s'entremêlèrent les pièges,
et l'on put suivre la progression d'un individu s'approchant de Jong. Une atmosphère de suspense s'installa, jusqu'à ce qu'un regard se porte au-dessus des toits, où une silhouette mystérieuse se déplaçait de toit en toit. L'ombre fit halte sur la branche d'un arbre pour observer les environs et distingua Go-chan, somnolent à l'extérieur. Réalisant que celui-ci montait la garde sans se soucier du jeune maître blessé, l'inconnu s'éloigna et gagna rapidement le toit d'une autre maison, attiré par une fenêtre à la lueur faiblissante. En regardant discrètement à l'intérieur, il ne vit que Jong, se faisant passer pour Mok Gyong-woon, qui dormait d'un sommeil paisible. Cho Il-sang, l'intrus, pénétra sans bruit dans la chambre, s'interrogeant sur la présence de Go-chan dehors si le jeune maître était simplement en train de se reposer. En remarquant un livre sur la table, Il-sang l'ouvrit et en parcourut fébrilement les pages, étonné par ce qu'il y trouvait. Il ignorait que Jong avait déjà ouvert les yeux et se tenait juste derrière lui, l'observant d'un regard menaçant. Sans prévenir, Jong saisit la tête de l'intrus et la fracassa contre la table dans un bruit sourd. Au même moment, Jong releva une seconde fois la tête de l'intrus et voulut savoir, d'un ton sarcastique, s'il se sentait somnolent dans cette chambre. Cho Il-sang se mit à tousser, convaincu que Jong jouait au fourbe qui prétendait dormir, mais ce dernier le frappa à nouveau, enfonçant violemment son visage dans la table. Les coups successifs mêlèrent sang et salive, et Il-sang, terrifié, le considéra comme un individu réellement dément. À l'ultime choc, il sombra dans l'inconscience, le nez noyé sous son propre sang, alors que Jong restait debout, le regard glacial. Lorsqu'il revint à lui, Il-sang réalisa avec effroi qu'il se trouvait suspendu la tête en bas, et se mit à crier pour savoir où il était. Jong l'avait emmené dans le sous-sol, enfonçant un couteau dans le sol pour accentuer la menace psychologique. Pétrifié, Il-sang implorait qu'on le détache, suppliant Jong de le libérer sur le champ. Quelques instants plus tôt, le garde intrus gisait inconscient dans la chambre de Jong, et cette agitation avait attiré Go-chan, qui arriva en toute hâte, effrayé à la vue de Cho Il-sang allongé par terre. Jong, remarquant son garde, voulut savoir s'il le connaissait. Go-chan expliqua qu'il s'agissait de Cho Il-sang, un membre du service de Mok Yum-pong. Jong se demanda pour quelle raison ce garde du deuxième fils était venu fouiner dans sa chambre, tandis que Go-chan répliquait qu'Il-sang, portant un masque, ne pouvait être animé d'intentions honnêtes. Le garde supplia Jong de ne rien lui faire, suggérant de le laisser partir. Il expliqua que le deuxième fils, Mok Yum-pong, protégeait farouchement ses hommes, surtout les plus doués, et qu'une telle violence provoquerait sa colère. Toutefois, Jong retira sèchement la main de Go-chan, annonçant qu'il déciderait plus tard de la marche à suivre et quittant la pièce avec l'intrus inconscient. Go-chan, paniqué, tenta vainement de le raisonner, puis s'arrêta de crier, inquiet de ce que Jong pourrait entreprendre, tout en reconnaissant que, malgré sa témérité, le jeune maître n'était pas stupide. De retour au sous-sol, Il-sang, toujours la tête en bas, supplia Jong de le laisser partir. Il tenta alors de rappeler qu'il se trouvait au service de Mok Yum-pong, insinuant que Jong n'en sortirait pas indemne s'il allait trop loin. Il prétendit qu'en échange du manuel secret, le deuxième jeune maître pourrait épargner la vie de Jong, comme s'il détenait un avantage dans cette négociation. Pourtant, Jeong, sans l'ombre d'un regret, maintenait son couteau dont la lame reflétait une lueur sinistre. Jong reconnut que son frère valorisait effectivement ses subordonnés, expliquant ainsi l'audace de ce garde qui croyait encore avoir le dessus malgré sa position précaire. Feignant la compréhension, il se releva en affirmant qu'il allait détacher Il-sang. Ce dernier y vit une décision sensée et s'empressa de dire qu'il saurait convaincre Yum-pong. Mais la donne changea lorsque Jong trancha l'un de ses doigts avant même qu'il ne s'en rende compte, testant sans vergogne la résistance de sa victime. Il-sang, atterré, constata que son sang coulait et qu'il ne percevait plus son énergie interne. Jong, impassible, clarifia avoir employé un poison paralysant issu d'herbes trouvées dans le salon médicinal, et que l'intrus ne sentirait plus rien du cou vers le bas durant quelques heures. Il brandit alors son couteau ensanglanté, avertissant qu'il poserait des questions et couperait un doigt par seconde en cas de retard de réponse. Cho Il-sang, pris de tremblements incontrôlables, sentit une peur glaciale l'envahir. Jong amorça son interrogatoire en réclamant de savoir pourquoi Yum-pong l'avait envoyé. Sans même lui laisser le temps de parler, il commença à décompter. « Non, attends !» voulut protester Il-sang, mais un nouveau doigt disparut à l'instant où Jong prononça « 1 ». Ne voyant aucune réponse, il passa à 2, faisant de nouveau couler le sang. Les cris d'Il-sang s'accentuaient, tandis que Jong, imperturbable, poursuivait « 3, 4 ». Suppliant qu'on arrête, Il-sang assistait à la chute de ses doigts un à un. Jong, avec un air presque amusé, constata qu'il n'en restait plus qu'un,
et le menaça de s'en prendre au pouce. Dans un élan de panique, Il-sang avoua que Mok Pong l'avait missionné pour vérifier si Jong avait réellement perdu ses compétences martiales. Le protagoniste demeura silencieux, attendant que l'intrus s'explique davantage, tandis qu'il-sang haletait, les yeux écarquillés. Apprenant cela, Jong voulut savoir si Cam était impliqué dans cette machination. Horrifié, Il-sang ne put dissimuler la vérité et acquiesça, permettant à Jong de cerner l'astuce de Cam, qui avait raconté des demi-vérités afin de dissimuler ses propres failles. À cet instant, Il-sang saisit que Jong venait de comprendre la trahison de Cam et s'interrogea sur l'intelligence réelle de Mok Gyong-woon, se demandant s'il avait toujours été aussi perspicace ou s'il n'avait fait que suspecter son garde dès le départ. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Il-sang entendit Jong déclarer n'avoir plus aucune question. Réalisant qu'il allait probablement mourir, l'intrus murmura, paniqué, qu'il ne voulait pas périr ainsi. Dans un dernier sursaut, il offrit sa loyauté, suppliant Jong de l'épargner et promettant de risquer sa vie pour lui. Souriant ironiquement, Jong feignit la compréhension, affirmant qu'il était généreux et accepterait volontiers ce sacrifice. À l'instant où Il-sang voulut formuler une requête, Jong lui trancha la gorge d'un geste précis, et un flot écarlate se répandit aussitôt. Le garde, les yeux écarquillés, le fixa dans un ultime réflexe, tandis que Jong, impassible, rappelait qu'il avait bel et bien promis de risquer sa vie. Alors que le sang inondait le sol, Jong acheva d'un ton détaché, en constatant la fin de l'homme. Il n'avait plus qu'à lui prêter son sang. Les derniers mots d'Il-sang, la gorge tranchée, résonnèrent faiblement dans la pièce, avant que son existence ne s'éteigne. Ensuite, Jong prit le livre, pensant qu'il ne pourrait pas ouvrir le rosier uniquement par la force brute. Il croyait qu'il s'agissait d'un sceau mentionné dans le livre original de l'école Yin-Yang. Et, selon ce volume, un sceau destiné à contenir une entité maléfique était imprégné de ki pur. Par conséquent, déverser quelque chose d'impur en réduirait la puissance. Face au cadavre présent, Jong décida donc d'utiliser le sang pour mener ce grand acte. Rapidement, le liquide écarlate remplit la boîte en bois, brisant progressivement les pierres du rosier jusqu'à l'ouvrir entièrement. Jong s'attendait déjà à une certaine réaction, mais il fut surpris de voir ce sang s'écouler hors de la boîte comme sous l'effet d'un vent violent. Il s'agitait tel le ressac agité de l'océan. Soudain, le sang sembla s'animer, parcourant la pièce, grimpant le long des murs et se répandant sur le sol d'une teinte saisissante. Jong demeura stupéfait en le voyant se transformer en une véritable tornade qui, peu à peu, prit une forme humaine, dotée de mains et d'une tête. C'était vraiment impressionnant. Alors que cette créature se complétait presque, une déflagration survint en son centre, envoyant une vive lumière qui obligea Jong à protéger ses yeux. L'expression de Jong trahissait une totale incrédulité, la bouche entr'ouverte. Des papillons rouges et noirs se mirent à virevolter, escortés par ce qui ressemblait à un tissu. Peu à peu, on distingua une jambe féminine qui avançait vers lui. Les pans de la robe dansaient au vent, sous un ciel rougeoyant semblable à un crépuscule ensanglanté. Jong resta figé, captivé par ce spectacle. La femme poursuivit son avancée, dévoilant quelques mèches blondes à travers les voiles diaphanes qui recouvraient son buste jusqu'à sa taille, là où apparaissaient un de ses jambes. Sa beauté n'avait pas d'égal, ornée de papillons qui planaient autour d'elle. Boum, c'est ici qu'on se quitte. J'ai remarqué que vous adorez les mangas sanglants et axés sur la vengeance. Alors, je vous ai déniché ce véritable pépite. Faisons un deal. Si ce manga dépasse les 2000 likes, je crée une suite de 2 heures. À 3000 likes, je m'engage à ajouter une 3e heure. Et à 4000 likes, une 4e heure sera au rendez-vous. La balle est dans votre camp. À très vite et ciao.